décidé de donner ma solidarité à des insulaires, un peu comme Daniel le fait avec les îles, mais de le faire pour les gens d'Anticosti. Souvent, la voix des gens d'Anticosti est occultée et je ne prétends pas parler en leur nom. C'est la grande particularité que j'ai réalisée en allant à Anticosti en 2011. Les Anticostiens ont leur vision des choses et je ne suis pas là pour dire au nom d'eux ou pour eux ou comment les choses devraient se faire pour eux. J'aurais pu traiter de l'ensemble du Québec, justement, pour la notion d'acceptabilité sociale, parce que quand on parle de prendre des projets en amont plutôt qu'être rendus en aval, bien, les Québécois se sont réveillés autour de 2010 avec l'ensemble du territoire du Québec qui était déjà sous permis de recherche. Ces permis de recherche-là ont été octroyés autour de 2005, 2006, 2007, 2008. Mais vous avez vu tout à l'heure dans la courbe qui a été présentée pour le gaz de schiste, le réveil s'est fait énormément autour, moi je dis de août 2010, où il y a eu vraiment une explosion citoyenne face au dossier des hydrocarbures, en particulier le gaz de schiste. J'aimerais que vous reteniez une phrase, parce que c'est un peu comme ça que je définis cette mobilisation citoyenne. Je dis, grâce à l'intelligence citoyenne, la société civile s'est mobilisée pour devenir gardien et protecteur du bien commun face à la dépossession du territoire entrepris derrière des portes closes par l'industrie et le gouvernement. Donc, parler d'acceptabilité sociale dans ce contexte-là n'est pas nécessairement évident. Je vais donc l'aborder sur 3 angles. L'angle citoyen, l'angle promoteur de l'industrie et l'angle du gouvernement. Comment le gouvernement lui-même prend ce dossier-là. Si on pense à Anticosti, on parle de 240 habitants, on parle d'à peu près 4 compagnies pétrolières qui y sont présentes, donc Petrolia, Junex, Corridor Ressources, Trans-American Energy. D'ailleurs, petit aparté, Corridor Ressources est le même promoteur dans le cas du dossier de O'Darry. Si on prend l'angle citoyen, moi j'ai aimé tomber sur une étude parce que quand je suis allé sur Anticosti, ce qui m'a frappé en 2011, c'est qu'aucun groupe citoyen, aucun groupe écologiste n'était encore allé pour informer les gens. Les seules séances que les gens avaient eu droit, c'était les séances du promoteur qui était Petrolia à ce moment-là. Donc, nous, on n'avait aucune attente en allant sur Anticosti. Moi et mon collègue Stéphane Poirier, cofondateur de Nom de Marée Noire, nous, on avait comme 3 axes en allant sur Anticosti. On disait, on veut savoir qu'est-ce qu'il y en est des forages. Donc, on voulait aller chercher des images concrètes sur le terrain des forages qui avaient eu lieu. On voulait rencontrer les gens. Et notre souhait ultime était d'arriver à faire une présentation publique. Et sur 240 habitants, il y avait près de 60 personnes. Donc, on s'est dit que ça devait préoccuper les gens d'Anticosti. Et la présentation qu'on a faite, nous, on souhaitait un peu comme les passages qu'on a fait. On a plus de 110 conférences de données à travers le Québec sur ce dossier-là. On ne se prétend pas des experts. On se prétend plutôt, justement, citoyens soucieux du bien commun. Donc, on peut nous donner l'étiquette environnementaliste, activiste, noniste, éteignoir de projet, toute la batterie possible d'étiquettes qu'on peut donner aux gens du moment qu'ils veulent se soucier de quelque chose qui les préoccupe. Donc, les gens d'Anticosti, nous, on souhaitait qu'il y ait un comité qui se mobilise par la suite après notre présentation, parce que dans plusieurs régions où on était allé, on avait vu naître par la suite des comités citoyens ou des gens qui disaient ben, on va le prendre le taureau par les cornes et nous aussi, on est préoccupés par cette situation-là, donc on va faire quelque chose. Dans le cas d'Anticosti, ça n'a pas été le cas. Il a fallu que j'aille voir un peu l'angle sociologique d'Anticosti. Il faut savoir que pour 240 habitants, les gens ont toujours été habitués d'avoir un employeur qui est comme un roi censitaire, dans le cas d'Anticosti, avec Meunier qui était le fameux chocolatier qui avait acheté l'île, qui était le maître et roi de l'île d'Anticosti. Par la suite, il y a eu la compagnie Consolidated Batters qui a repris l'île. Et ça a été la même chose, ça a été l'industrie forestière. Et le troisième boss des gens d'Anticosti a été l'arrivée de la CEPAC quand le gouvernement a repris l'île. Donc les gens n'avaient pas le sentiment de savoir ce qui était un peu s'appartenir, ou comme une dame me disait tout à l'heure, ils devaient demander la permission pour pouvoir changer une ampoule. Et j'aime aujourd'hui vous faire une citation de Anne-Isabelle Cuvillier, chercheuse enseignante. Ça me met un petit peu ses nerfs parce que Mme Cuvillier est ici aujourd'hui. Elle a eu la chance d'aller rencontrer les anticostes ou les anticostiens. Des fois, on peut utiliser les deux termes. Et c'est intéressant parce que quand on s'assoit dans la cuisine avec les gens et qu'on prend un moment,
puis que ça peut rester de manière anonyme, ben, les gens nous disent vraiment le fond de leur pensée. Et c'est là que c'est dur à définir l'acceptabilité sociale si les gens doivent s'afficher dans des petits milieux. Je vais donc vous lire un peu des résultats de sa recherche. Par quelle forme de développement passe alors l'avenir d'Anticosti? À cette question, les anticostiens étaient invités à répondre selon plusieurs choix possibles. 68% des répondants considèrent que oui, l'écotourisme et la conservation du territoire sont des voies à privilégier. 60% sont d'accord pour dire que l'avenir passe par le développement de l'industrie, de la transformation des ressources sur place, le chevreuil, le cerf de Virginie. 42% par l'industrie forestière et 38% par le développement des énergies renouvelables. Seulement 20% étaient d'accord pour dire que oui, l'avenir d'Anticosti pourrait passer par le projet pétrolier. Et si on va sur cette question du projet pétrolier, le rapport au projet d'hydrocarbures entre savoir et positionnement, fait intéressant, le projet d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures sur Anticosti est perçu à 64% comme étant de nature spéculative. Et là, je mets des citations que Madame a mis dans son rapport, provenant des citoyens, risque de ne jamais se matérialiser. Comment alors se positionner si on ne croit pas en un projet qui est présent depuis 50 ans sur l'île, 60 ans, n'est qu'une source potentielle, une gamique, faisant déjà partie d'un bulletin d'information qu'on nous présentait au secondaire en géo dans les années 70, et pour lequel rien ne bouge sur le terrain, et ce depuis autant d'années. Ceci étant dit, 28% des répondants sont totalement d'accord pour affirmer que ce projet améliorera leur qualité de vie et 36% pensent qu'il créera des emplois permanents pour eux et les générations futures. Par contre, 77% croient que ce projet aura des séquelles environnementales et pour 81%, il y aura, sous une forme ou une autre, des impacts négatifs pour la nature et la culture anticostienne. Donc, moi, je ne vois pas comment on peut parler d'acceptabilité sociale. Ce qui m'amène à passer au deuxième volet, qui est le volet politique. Je vais inverser le politique avec l'industrie. Je vous ai nommé tantôt que j'irais avec l'industrie, mais je suis trop tenté d'aller tout de suite sur comment le milieu politique prend ce dossier-là. Dans le cas d'Anticosti, je vais vous amener des citations. Si on parle du gouvernement libéral qui a été là pendant 9 ans, eux ont même été en dernier avec Raymond Bachand jusqu'à créer Ressources Québec. Ils ont mis un fonds de 250 millions à l'intérieur d'Investissement Québec pour financer ces projets-là. Et Mme Nathalie Normando, qui était ministre des Ressources naturelles à l'époque, utilisait un peu l'illogisme suivant. Le gouvernement a un préjugé favorable au développement de cette industrie-là. Donc, est-ce que le gouvernement peut être un gardien objectif? Si on y va avec l'arrivée du Parti québécois, je vais vous faire encore quelques citations. Mme Marois a déjà dit, sur l'île d'Anticosti, c'est pas la même chose que dans la vallée du Saint-Laurent. C'est avant tout des chevreuils. Je peux croire qu'il y a 160 000 chevreuils et qu'il y a une surpopulation de chevreuils, mais de là à dire qu'il n'y a que des chevreuils, on frôle peut-être un peu le mépris quand on possède le rôle d'être chef d'État. Et si on arrive à une citation de Yves-François Blanchette, lui reprend un peu le concept des chevreuils, mais comme ministre de l'Environnement, il pousse la note. Il dit « Les chevreuils sont déjà un problème écologique sur l'île. Le pétrole ne pourrait pas nécessairement être pire. » Et M. Blanchette a aussi amené la notion d'acceptabilité sociale en disant ben, dans la vallée du Saint-Laurent, il n'y avait pas d'acceptabilité sociale. C'est les Coumènes habités, c'est là la grande concentration de population. Sur l'île d'Anticosti, on ne parle pas de la même chose. Je reviens à François Legault qui a été nommé tout à l'heure, tout le monde en parle, quand il a osé dire que 240 personnes habitaient Anticosti et que tout le monde était favorable au projet, donc il incluait même les enfants. C'est assez particulier, sur 240 habitants. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que quand on dépasse une certaine limite de l'odieux et du méprisant, les citoyens réagissent. Et pour la première fois, j'ai vu les gens d'Anticosti sortir et j'en ai des frissons à vous le dire. Près de 50 personnes ont signé une lettre répondant à François Legault. Et ça fait du bien. Parce que dans un petit milieu, là, la personne qui va changer ton tailleur si tu fais un flat, là, si lui il est pour puis toi tu es contre, ben, tu fais attention. Si c'est le gars qui déneige ta cour, tout le monde se connaît. J'ai même vu Anticosti des couples où il n'y avait pas consensus, même quand la lumière est fermée dans le lit. Elle est pour, lui est contre, ou l'inverse. Fait que cette notion-là est vraiment importante de ne pas mépriser les gens de cette manière-là. Et là, on parle de nos politiciens.
J'en ai un autre, c'est pas fini. Ça commence à être le fun, ouais. Martine Ouellette qui s'est battue contre les gaz de schiste. J'ai marché à côté de Madame Ouellette. On a traversé le pont Jacques-Cartier ensemble sur la marche de 17 000 citoyens contre le gaz de schiste. Devenue ministre, elle nous dit « Le pétrole de schiste, c'est pas la même chose que le gaz de schiste. On peut pas comparer ça. Pourtant, on utilise la même technique et la fracturation hydraulique, à la gomme ballon, au propane, à n'importe quoi. Prenez n'importe quoi pour fracturer. Le dommage va être le même. Donc, on est le seul endroit, d'ailleurs, tous les pays que j'ai vus dans le monde là, qui ont touché à la notion des hydrocarbures non conventionnels ne se sont jamais divisés sur pétrole et gaz. On est le seul endroit dans le monde où on a réussi à diviser ça en deux filières. On aime ça, nous organiser le portrait, il faut croire. Et je termine vite fait, parce que j'ai vu le 2 minutes apparaître. Pour ce qui est de l'industrie pétrolière, bien, selon l'Institut Fraser, on est un des pires endroits dans le monde où investir présentement après la Libye et la Syrie. Fait que c'est clair qu'ils patinent, puis ils en ont besoin de la notion d'acceptabilité sociale s'ils veulent nous le rentrer dans la gorge, le maudit projet. Puis je pèse pas mes mots pour vous le dire, parce que si je regarde Petrolia, je trouve là le summum du méprisant. J'aurais pu aller bien loin avec Petrolia, Maud surfer dessus, mais du pétrole d'ici, par des gens d'ici, pour des gens d'ici. 3 termes impossibles. Pétrole d'ici, il ne nous appartient même pas. Par des gens d'ici, on n'a aucune expertise dans les hydrocarbures, ce n'est que l'étranger. Et pour des gens d'ici, avec les lois de l'OPEP et la clause de proportionnalité de l'ALENA, on va être obligé d'exporter ce pétrole-là. Les sables bitumineux, vous connaissez la chanson, bien, les gens à la pompe en Alberta mettent le pétrole du Guatemala dans leur voiture. Donc le pétrole québécois n'existe pas. Et quand on part de ces bases-là de malhonnêteté intellectuelle profonde, il ne pourra jamais y avoir de notion d'acceptabilité sociale, mais il peut y avoir plutôt une notion de manipulation non consentante sociale.